Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez voir que il y a encore beaucoup de choses qui bougent et je reviens juste du congrès américain et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de travaux sur le vitiligo et donc ça va amener de plus en plus de traitements et on en a bien sûr énormément besoin. Donc je vais essayer de vous présenter les actualités, notamment les formes orales, parce qu'on a eu beaucoup de progrès ces derniers temps, et notamment avec le premier traitement, et on va en discuter rapidement pour les vitiligo localisés. Mais lorsqu'on a un vitiligo qui touche 10, 20, 30% de la surface corporelle, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, de mettre de la crème matin et soir pendant 2 ans. Donc ça, c'est très important d'avoir des formes orales, et vous allez voir que les résultats sont extrêmement encourageants. Et puis je vais essayer d'aller relativement vite pour qu'on puisse garder du temps pour échanger si je pense que vous avez beaucoup de questions, notamment sur ces nouveaux traitements, sur les prescriptions, etc. Donc on pourra en discuter. Diapositive, s'il vous plaît. Donc ça, ce sont mes liens d'intérêt. Diapositive. Donc juste un point, ça c'est une étude qu'on a fait en France, notamment avec le professeur Zedine et le professeur Sénéchal, donc sur une population française, et ça montre bien ce que nous, quand je dis nous, c'est vous et nous, on sait en permanence, c'est que le vitiligo, ça peut avoir un impact assez important sur la qualité de vie, et c'est un message qu'il faut faire passer absolument à nos collègues médecins, à nos collègues dermatologues, pour qu'il y ait une véritable prise en charge des patients qui souffrent de vitiligo. Alors juste une question issue de cette étude. On a la chance de vivre dans un beau pays où on a quand même une prise en charge qui est généralement très bonne. Est-ce que vous savez, donc en 2022, combien de patients n'avaient jamais eu de traitement, s'étaient jamais vu prescrire de traitement pour leur vitiligo? 80%? Diapositive. 83,8%. Donc vous savez, nous on ne pensait pas autant, ça nous a un peu choqué, mais c'est quand même très important. Ça montre qu'on a tous beaucoup de pain sur la planche à expliquer que l'on peut proposer des traitements dans le cadre du vitiligo. Diapositive. Alors, la prise en charge aujourd'hui, diapositive. Ça, c'est un point qui est très important, que je montre souvent lorsqu'on fait des topos, notamment à nos collègues. C'est sur les objectifs du vitiligo. Dans le vitiligo, il y a une perte des mélanocytes, ces cellules qui font la pigmentation de la peau et qui vont conduire à l'apparition de plaques blanches et parfois de poils blancs. Ce processus de perte des mélanocytes est clairement auto-immun, c'est-à-dire que c'est nos cellules immunitaires qui s'attaquent aux bactéries, aux virus, qui vont se tromper et qui vont détruire nos mélanocytes. Cependant, vous avez un psoriasis, par exemple, un eczéma, vous enlevez l'immunité, vous n'avez plus de plaques rouges, pas de souci. Dans le vitiligo, ce qui complexifie les choses, c'est qu'une fois qu'on a enlevé l'immunité, il faut induire la repigmentation. Et pour induire la repigmentation, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire différencier les bébés mélanocytes pour que ces derniers ressortent et aillent recoloniser la peau pour que la peau redevienne marron. Et ça, c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que ça va souligner que dans le traitement du vitiligo, il va falloir faire des traitements combinés, et le professeur Sénéchal va vous en parler tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est que enlever l'immunité, ça va assez rapidement. Faire repigmenter, c'est long. Et ça, quelles que soient les approches thérapeutiques, c'est long. Ne pensez pas qu'avec les nouveaux traitements, que ce soit en crème ou en comprimé, malheureusement, on ne va pas obtenir une repigmentation en 2-3 mois. Il faut entre 6 et 24 mois, parfois plus, pour obtenir une repigmentation. Donc ça, c'est un point qui est très important, parce que ma crainte, c'est que les patients, mais même certains de mes collègues, mettent ces nouveaux traitements pendant 2-3 mois, souvent en monothérapie, et ne voient pas de résultat et se disent ça ne fonctionne pas, on va tout arrêter, et soient déçus. Et donc ça, c'est un point qui est très important, je pense, à comprendre. L'autre point, c'est que lorsqu'on a repigmenté, derrière, on a un risque de récidive, que les plaques reviennent, de 40 à 50%. Ça ne veut pas dire que c'est constant, Moi, je vois plutôt les choses du bon côté. Ça veut dire quand même que plus d'une fois sur deux, une fois qu'on a repigmenté, on va garder cette repigmentation. Mais en tout cas, chez certains patients, il va falloir prévenir ces récidives. Diapositive. Donc, voyons voir ce que l'on peut faire. Diapositive. Ça, c'est un travail d'experts internationaux où on s'est tous réunis pour essayer de proposer la prise en charge du vitiligo. On va aller assez rapidement. Diapositive. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on s'est tous mis d'accord, et je pense que c'est très important,
dans cet algorithme de prise en charge, la première chose à voir, c'est demander au patient quel est son objectif par rapport au traitement. On peut très bien avoir des personnes qui nous disent ben moi j'ai un vitiligo qui débute, qui ne me gêne pas pour l'instant, mais je ne voudrais pas qu'il s'étende. Une autre personne qui va avoir une atteinte diffuse qui vont vous dire moi ce que je voudrais c'est surtout essayer de repigmenter le visage ou les mains. D'autres personnes qui vont nous dire ben moi je vais essayer de repigmenter partout parce que c'est ça qui me gêne. Et donc en fonction de la demande du patient, on va adapter le traitement. On va l'adapter d'autant mieux que vous allez le voir, on va avoir de plus en plus dans les années à venir de traitements disponibles et donc on va pouvoir proposer différentes options. Diapositive. Donc aujourd'hui, le problème c'est que pour les formes diffuses, eh bien, on n'a pour l'instant qu'un seul traitement et c'est le progrès de cette année, hein, c'est qu'on a le ruxolitinib en crème qui est indiqué, qui est remboursé, on pourra en discuter dans le cadre de l'accès direct, mais qui est uniquement pour des formes inférieures à 10%. Et même 10%, ça commence à faire beaucoup. Parce que 10% de surface corporelle à appliquer une crème matin et soir, ça commence à faire beaucoup. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les formes diffuses? Ben, pour les formes diffuses, en fait, ce qu'on va proposer, c'est une photothérapie UVB en cabine. Et là, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, ce n'est pas toujours évident d'aller trouver une cabine UVB. On peut y rajouter certains types d'antioxydants. Et puis, sur les zones qui gênent le plus le patient, eh bien, on va pouvoir appliquer un traitement topique. Alors avant, on mettait tacrolimus, dermocorticoïdes. Maintenant, on va pouvoir utiliser le ruxolitinib en crème, mais ça ne permet pas de traiter toutes les plaques. Diapositive. Alors, je le répète chaque année, mais je pense que c'est très très important. Il faut absolument savoir reconnaître une forme active de vitiligo, parce que c'est l'urgence thérapeutique. Donc, comment on reconnaît une forme active de vitiligo? Le premier point, c'est le phénomène de Koebner, que vous connaissez bien. On se griffe, on a un traumatisme et le vitiligo peut se mettre dessus. Mais ce n'est pas un très très bon signe parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir une cicatrice avec du vitiligo dessus, mais qui évolue depuis des années. Ce qui est très important, c'est ces deux signes-là. C'est les bords flous. Le vitiligo, lorsqu'il n'est pas actif, eh ben, on passe entre guillemets du blanc au noir. On a des bords qui sont très très nets. Lorsqu'on a des bords qui sont flous, alors quand on a la pommade, ça se voit facilement. Sinon, il faut absolument regarder avec une lumière de Wood et on ne peut pas bien traiter un vitiligo si on n'a pas une lumière de Wood. Ben, si vous avez des bords flous, hein, vous voyez ici, alors je suis désolé, la qualité de l'image n'est pas top, mais lorsque on passe ici du blanc, là vous avez du marron clair, du marron foncé, ça c'est un signe d'activité. L'autre point qui est très très important, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les dépigmentations en confetti. Si vous avez des tout petits points blancs autour des plaques, ça c'est un signe d'activité. Et lorsqu'on a un vitiligo actif, il faut absolument le traiter dès que possible, parce que c'est ce que je dis toujours, malheureusement dans la vie, la destruction ça va beaucoup plus vite que la construction, donc il faut absolument essayer de bloquer ces poussées. Diapositive, donc comment on fait pour bloquer les poussées aujourd'hui, et j'espère que demain on pourra faire autrement, c'est on fait des mini-pulses de cortisone, c'est des toutes petites doses de cortisone que l'on donne 2 fois par semaine. Alors ça dépend, la dose dépend bien entendu si on est adulte et si on est enfant. On fait attention, en général on fait 6 mois, on fait que 3 mois si, dans la période pubertaire, pour les enfants qui sont en phase pubertaire, qui sont en phase de croissance, et on y associe, pour avoir un maximum d'efficacité, des UVB. Donc on fait des UV 2-3 fois par semaine, on fait ces mini-pulses, et alors c'est que des études rétrospectives ou des études ouvertes, donc c'est-à-dire des études de qualité méthodologique qui sont pas extraordinaire, mais malgré tout, hein, on a quand même pas mal de données, notamment grâce à nos amis et nos collègues indiens. Ça bloque les poussées dans plus de 9 fois sur 10, donc c'est quand même bien actif. Diapositive, le problème, c'est que c'est quand même de la cortisone, même si c'est à petite dose, et on peut le faire 1 fois, 2 fois, mais on ne peut pas faire ça en permanence. On ne peut pas rester sur mini-pulse de cortisone en permanence. Et donc, il y a un vrai besoin aujourd'hui, c'est comment faire pour traiter les formes diffuses, et comment faire pour traiter les formes actives. Diapositive. Et donc en fait, c'est le traitement par voie orale, puisque les traitements par voie orale devraient pouvoir répondre à ces questions. Diapositive. Alors, pour quels patients? Ben, ça va être pour des patients qui ont au moins 5% d'atteinte de surface touchée sur le corps. Ils peuvent être actifs ou non actifs. Dans le cadre des études, la quasi-totalité, il n'y en a qu'une à ma connaissance qui n'oblige pas à avoir une atteinte du visage,
mais la plupart du temps, en tout cas pour les études, il faut avoir non seulement au moins 5% sur le corps, mais au moins 5% sur le visage. Donc faites attention, parce que si vous faites un traitement, par exemple avec le ruxolitinib, et que vous repimentez bien sur le visage, mais que vous n'avez pas repimenté sur le corps, vous ne pourrez pas participer à ces études. Donc ça, c'est un point qui est important. Diapositive. Donc, quelles sont les molécules qui ont déjà été évaluées? Eh bien, en fait, on a 3 études de phase 2 qui ont évalué des traitements par voie orale dans le cadre des vitiligo diffus. La première étude, c'est une étude avec le ritlécitinib. Alors à chaque fois, c'est des noms un peu compliqués. C'est ce qu'on appelle des inhibiteurs de la voie JAK-STAT. Donc lui, c'est un anti-JAK3 tech, peu importe. Donc c'est une étude de phase 2B. Donc je vous rappelle, quand on développe un médicament, vous avez d'abord, on vérifie qu'il n'y a pas de souci de sécurité. La phase 2, on vérifie, on regarde si c'est efficace potentiellement dans une indication. Et la phase 3, c'est la grande étude qui va pouvoir confirmer le diagnostic, le traitement avant la commercialisation. Donc là, quand même 364 patients, diapositive, plusieurs doses qui ont été utilisées. Et vous voyez, alors là, on regarde le F-VASI. Alors faut apprendre ces noms-là. Le F-VASI, en fait, c'est la dépigmentation du visage. Et donc, en fait, là, en fait, c'est l'amélioration. Vous voyez que ça s'améliore, qu'on a, selon les doses, c'est supérieur au placebo. Cependant, vous voyez que l'amélioration, elle n'est pas non plus extraordinaire. On gagne 20%, mais c'était que des personnes actives. Que lorsqu'on continue le traitement, alors attention, cette partie-là est en ouvert, donc c'est-à-dire que sur le plan méthodologique, c'est un peu moins bien, mais on a une poursuite de l'amélioration, donc un traitement qui a l'air d'être efficace, diapositive. Ce qui est un peu plus décevant avec ce traitement, en tout cas dans l'étude de phase 2, c'est que sur le corps, et si on prend un traitement par voie générale, c'est pas juste pour repimenter sur le visage, parce que si on doit repimenter juste sur le visage, on va mettre une crème et on va pas s'embêter à prendre un traitement par voie orale qui, même s'ils sont en général bien tolérés, ont parfois plus d'effets secondaires, enfin souvent plus d'effets secondaires quand même qu'en topique. Et là, vous voyez que malheureusement, je ne sais pas pourquoi tout est décalé, mais en tout cas, sur le corps, lors des 6 premiers mois, c'était pas significatif. La tolérance a été bonne dans tous les groupes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Diapositive. Donc, et donc ce traitement est actuellement en phase 3. Malheureusement, il n'est pas évalué en France, mais ce traitement est en cours d'évaluation en phase 3 dans le vitiligo généralisé. Des choses plus récentes et à mon avis peut-être encore plus excitantes avec 2 molécules qui sont très proches l'une de l'autre, c'est le povorcitinib et l'upadacitinib. Là c'est les résultats du povorcitinib, c'est un inhibiteur de JAK1, donc un petit peu différent. Vous voyez, c'était des patients adultes. Là, il fallait une surface touchée d'au moins 8%, sur le visage au moins 5%. Là encore, toujours pareil, différentes doses comparées au placebo. Diapositive. Et donc, dans la période, sur les 6 premiers mois, c'est toujours pareil, on fait une étude en double aveugle versus placebo. C'est-à-dire que ni les médecins ni les patients savent si on prend quelle dose et si on prend entre guillemets le bon traitement ou le placebo. Et vous voyez que sur les 6 mois, toutes les 3 traitements aux 3 doses ont montré une supériorité par rapport au placebo. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on continue le traitement, alors bien entendu, au bout de 6 mois, toutes les personnes qui avaient le placebo se voient attribuer aussi les traitements pour pas qu'il y ait de perte de chance. Et vous voyez que toutes les personnes vont avoir une repigmentation sur le visage. Diapositive. Ce qui est important de regarder, ce que je vous disais, c'est également sur le corps. Et vous voyez que les résultats sont également positifs sur le corps. On voit qu'il y a toujours un décalage dans le temps. Le corps, ça met beaucoup plus de temps que le visage à repimenter, mais des résultats qui sont positifs. Diapositive. Ça, c'est le pourcentage d'amélioration sur le corps. Vous voyez qu'au bout d'1 an de traitement, on obtient à peu près 40% de repigmentation sur le corps, ce qui est quand même une bonne chose, puisque vous savez comme moi que le corps, c'est beaucoup plus difficile. Diapositive. En termes d'exemples, alors c'est toujours les plus jolies photos que l'on montre, mais vous voyez que en monothérapie, parce que ces traitements-là, pour l'instant, sont évalués seuls, alors que dans la vraie vie, il va falloir combiner. Vous voyez que cette jeune fille, elle a quand même une belle repigmentation, mais vous voyez, ça fait quand même, là, c'est 36 semaines. Là, c'est sur la jambe, avec une belle repigmentation, mais là encore, 36 semaines. Diapositive.
En termes de tolérance, il n'y a pas eu de signal particulier. C'est toujours la même chose avec ce type de traitement. C'est plutôt bien toléré. Il y a toujours un petit peu plus d'infection, mais pas quelque chose de majeur. Et parfois des petites réactions un peu acnéiformes, mais pas de nouveau signal. Donc une tolérance qui est plutôt bonne et donc une efficacité. Ce qui fait que ce traitement va débuter très prochainement, notamment en France, les phases 3, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en faire profiter nos patients. Diapositive. Et ça, c'est tout récent, c'est les résultats que j'ai présentés il n'y a même pas une semaine au Congrès américain. C'est un autre traitement inhibiteur de JAK1, c'est l'upadacitinib. C'est un traitement qui est déjà commercialisé notamment dans l'eczéma, chez les adultes et chez les adolescents. Toujours un peu les mêmes critères d'inclusion. Là, c'était 5% de surface cutanée et pas 8%. Là encore, différentes doses versus placebo, et puis après tout le monde recevait le traitement, donc toujours un peu le même design d'étude. Diapositive. Et donc vous voyez, ça c'est le pourcentage d'amélioration sur le visage. Vous voyez que on a une amélioration qui est significativement supérieure lorsqu'on prend le traitement par rapport au placebo. Ensuite, au bout de 6 mois, tout le monde reçoit le traitement. Et vous voyez que ceux qui recevaient le placebo, ils vont s'améliorer. Et vous voyez qu'on a entre 60 et 70% d'amélioration en monothérapie au bout d'un an de traitement sur le visage. Comme je vous disais, ce qui est important de regarder, c'est sur le corps. Diapositive. Et vous voyez que là, sur le corps, pareil, les traitements sont supérieurs au placebo. Et lorsqu'on continue les traitements, notamment les 2 plus fortes doses, qui étaient 11 et 22 mg, les 2 montrent une supériorité statistiquement significative par rapport au placebo. Donc une efficacité sur le visage et une efficacité sur le corps. C'est impossible de comparer ces 3 thérapeutiques aujourd'hui, c'est des études avec malgré tout un nombre encore limité, mais des résultats qui sont quand même très encourageants. Diapositive. Pareil, au niveau tolérance, on a toujours les mêmes types d'effets secondaires avec ce type de produit. Il n'y a pas eu de nouveau signal par rapport à ce que l'on a, par exemple, lorsqu'on traite des personnes qui ont de l'eczéma. Diapositive. Donc là aussi, c'est une étude qui débute dès cette année, et vu que la tolérance de ce produit est connue chez les adolescents, et ça c'est une bonne chose, cette étude-là va pouvoir inclure non seulement des adultes, mais également des adolescents à partir de 12 ans. Donc ça c'est également une très bonne chose pour tous les ados qui souffrent de vitiligo diffus. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre également? Alors ça, vous voyez, c'est une vieille étude 2015. C'est l'afamélanotide, ça c'est totalement autre chose. C'est-à-dire que c'est un produit qui va stimuler la prolifération des mélanocytes, la pigmentation, mais il faut déjà qu'ils soient sortis. Donc en fait, pour les faire sortir, il faut faire des UV. Et donc c'est une association entre UV et UVB, plus ce produit-là, qui est un produit injectable, qui s'appelle l'afamélanotide. Et vous voyez que chez les personnes qui avaient une peau foncée, on va avoir plus d'efficacité, ça c'est la diminution de la pigmentation, c'est une augmentation de la pigmentation chez les personnes avec les UVB, et ça c'est quand on rajoute aux UVB le traitement par afamélanotide. Le problème de ce traitement, c'est que ça vous fait bronzer, vous gagnez un phototype, vous gagnez une couleur de peau. Donc si vous êtes très très clair de peau, déjà ça ne marche pas très bien, et en plus, vos taches vont se voir beaucoup plus. Ce qui fait que ce traitement-là va être réservé uniquement aux personnes de phototype 4, 5, 6, des personnes qui sont très mates de peau ou noires de peau. Et c'est là que ça fonctionne le mieux. Et donc ce traitement, diapositive, là encore, étude de phase 3 dès cette année en France. Diapositive. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré, mais je fais le tour des traitements par voie orale. Là, on n'est pas avec des traitements chimiques. C'est un antioxydant de dernière génération c'est de la SOD qui est protégé au niveau gastrique. Donc, on avait fait une étude en double aveugle versus placebo, le même type de méthodologie que l'on fait dans les traitements médicaux. Et ce qu'on a pu montrer, vous voyez que ça, de ce côté-là, c'est avec le combiné. Donc, ça, c'est la photothérapie avec les antioxydants. Et ça, c'est la photothérapie seule. Vous avez à peu près 2 fois plus de repigmentation, c'est lorsque vous associez la photothérapie à ces antioxydants par rapport à la photothérapie seule. Encore une fois, les antioxydants seuls ne suffisent pas, il faut absolument les associer à la photothérapie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible et qui a une excellente tolérance. Diapositive.
Donc ça, c'était une des patientes de l'étude. Vous voyez, c'est des vitiligo diffus avec une belle repigmentation. C'est seulement à 6 mois. Hein. Depuis, elle a complètement repimenté, sauf, comme d'habitude, les extrémités des mains, des pieds et les poignets. Diapositive. Vous voyez cette dame, et regardez pareil, hein, vous voyez cette belle repigmentation, mais vous voyez qu'il y a des zones qui restent difficiles. Et ça, pour l'instant, on en discutait tout à l'heure, c'est vraiment un des points qui reste à adresser. C'est-à-dire qu'on a plein de nouveaux traitements, mais on n'a pas encore de traitement pour repimenter les zones qui restent très difficiles, le bout des doigts, les pieds, les poignets. Ça, c'est vraiment, à mon sens, les prochaines voies d'études dans le vitiligo. Diapositive. Et puis, je vais en parler très très rapidement, puisque le professeur Sénéchal va vous en parler. C'est une étude qu'il a conduite et qu'on a fait en France. C'est pour vous montrer l'intérêt des traitements combinés. Le baricitinib, vous voyez que c'est un peu le même type de nom que ce que je viens de vous dire. C'est un inhibiteur de JAK. Et on n'a pris que des patients qui étaient très très actifs, donc qui étaient en train de se dépigmenter. Et on a fait pendant seulement 3 mois, parce qu'on ne voulait pas faire trop longtemps, baricitinib seul versus placebo. Et dans les deux cas, après, on a associé aux UV. Diapositive. Et Julien vous montrera les photos, mais ce qui est très clair, si vous voyez ici, ça c'est que les UV, et ça c'est avec le baricitinib. Et c'est la démonstration de ce que on essaie d'expliquer au laboratoire depuis très longtemps, c'est que dans le vitiligo, il faut non seulement bloquer la dépigmentation, et ça c'est les traitements immunologiques, mais il faut aussi stimuler la repigmentation, et ça veut dire qu'on a besoin des UV, on a besoin du soleil. Et vous le savez, hein, je vous le rappelle, les personnes qui ont un vitiligo ont moins de risques de faire des cancers de la peau, 3 fois moins de risques de faire de mélanome, et moins de risques aussi, parce que des fois j'entends dire oui mais c'est vrai que pour le mélanome, c'est pas vrai. C'est vrai pour le mélanome surtout, mais c'est aussi vrai pour les autres cancers de la peau. Donc vous n'êtes pas immunisé, mais vous avez moins de risques que les autres personnes, que la population générale, de faire des cancers de la peau. Donc ça c'est un point qui est très important, parce qu'on voit bien avec cette étude, il faudra à l'avenir, une fois que ces traitements auront montré leur efficacité en monothérapie, parce que c'est comme ça qu'il faut le montrer, dans la vraie vie, l'associer avec les UV. Et ce que je vous dis là avec les traitements par voie générale, c'est la même chose avec le ruxolitinib en crème, hein, l'Opzelura. Si vous voulez que ça marche vraiment bien, il faut l'associer avec au minimum une exposition solaire, ou alors avec des UV. C'est la bonne saison actuellement pour s'exposer au soleil. Diapositive. Donc, pour conclure, quel est l'intérêt des inhibiteurs de JAK par voie orale ? Très probablement, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Les études sont quand même très très encourageantes. Donc je suis assez confiant que ça va confirmer leur efficacité, notamment pour le visage, mais aussi pour les atteintes extrafaciales. Encore une fois, ça ne sert à rien de prendre un traitement par la bouche si c'est juste pour repimenter sur le visage. Est-ce que ça va être pour tous les vitiligo ou que les vitiligo actifs? Je pense que ça sera surtout pour les vitiligo actifs, mais aussi pour les personnes qui auront un vitiligo diffus. Et bien entendu, hein, c'est le topo que va vous faire le professeur Sénéchal, on est tous convaincus qu'il faudra, dans la pratique, associer ces traitements à une photothérapie. Et peut-être, chez certaines personnes, notamment les personnes à peau plus mate, pourquoi pas faire afamélanotide, plus photothérapie et plus ces traitements-là pour avoir une repigmentation la plus efficace possible et la plus rapide aussi possible, parce que c'est long de repigmenter un vitiligo. Diapositive. Donc, qu'est-ce qu'il y a dès cette année? Eh bien, regardez, ça, c'est les études qu'on a en France cette année. Et il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Il y a 3 études de phase 2. Alors, c'est des noms compliqués, mais vous voyez qu'on a d'autres molécules que les inhibiteurs de JAK. On a des molécules qui vont agir sur les lymphocytes régulateurs. On va avoir des molécules qui vont jouer sur une voie, ce qu'on appelle la voie d'interféron. Et également un autre JAK, mais un petit peu différent, parce qu'il va cibler non pas JAK1 ou JAK2, mais TYK2, peu importe. Mais là, on a 3 études. Là, nous, on a déjà plus de place, mais là, en tout cas, il y a ces 2 études là qui ouvrent. Celle-ci, on l'ouvre cette semaine, et je crois qu'elle est déjà ouverte chez toi. Et ensuite, les études de phase 3, ça, c'est les études des molécules dont je vous ai déjà parlé. Donc, on sait déjà que c'est efficace avec l'upadacitinib, le povorcitinib, et je vous dis, ces 2 molécules sont très intéressantes, et la famélanotide, mais uniquement pour les personnes de phototype 4, 5 et 6. Donc, ça, c'est ouvert dès cette année. Pour les adolescents, il n'y a que l'upadacitinib à partir de 12 ans. Et ça, je pense que c'est vraiment très important pour toutes les personnes qui ont un vitiligo diffus, parce que ces médicaments-là, ils sont évalués maintenant, mais même s'ils sont efficaces, on l'a vu avec le ruxolitinib, ils seront remboursés, si tout va bien, que dans 4-5 ans. Donc si
on veut pouvoir profiter de ces traitements dès maintenant, rapprochez-vous des centres les plus proches de chez vous pour essayer de bénéficier de ces études. Diapositive. Donc, juste pour vous rappeler que pour tous ceux qui ont, on a un site qui s'appelle cure-vitiligo.com qui est complémentaire de celui de l'association, qui est un peu plus médical si vous voulez, où il y a les études, des informations, les essais cliniques. Donc, n'hésitez pas à regarder sur ce site. Et puis, j'espère que j'ai gardé assez de temps pour qu'on puisse échanger. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci de votre attention. Non, alors je répète la question pour ceux qui n'auraient pas entendu. La question, c'est sur ces cohortes, est-ce qu'on a une idée de la récidive? On ne sait pas. Par contre, je pense qu'il faut vraiment séparer les personnes qui ont un vitiligo qui, de temps en temps, peuvent avoir des poussées. Et là, on sait que c'est 40 à 50% de risque de récidive. C'est à peu près, c'est ce qu'on a, c'est ce que nous on avait, c'est ce qu'ont montré les études avec le ruxolitinib. Et puis après, lorsqu'on a des personnes qui sont vraiment très très actives, comme dans l'étude que l'on a fait avec Julien, là, quasiment tous nos patients, lorsqu'on a arrêté le traitement, ont récidivé. Et donc, chez des personnes qui sont très actives en permanence, il y aura certainement un intérêt à maintenir ces traitements par voie générale, en sachant que c'est ce qu'on fait déjà dans l'eczéma, c'est ce qu'on fait dans le psoriasis, c'est ce qu'on va faire dans la pelade, parce que dans la pelade, dès qu'on arrête ces traitements, ça rechute. Donc, pour les patients qui ont vitiligo, certains devront continuer ces traitements au long terme pour éviter d'avoir des récidives, mais ceux qui ont des vitiligos qui sont plutôt stables, une fois qu'ils auront obtenu la repigmentation, il n'y aura probablement pas d'intérêt à mettre ces traitements sur le long terme. Oui. Alors, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui en France? C'est relativement simple. Pour l'instant, de rembourser, c'est uniquement l'Opzelura, le ruxolitinib en crème, qui peut être prescrit par tout dermatologue, malheureusement pas les pédiatres ni les médecins généraux. Non, par contre c'est un accès direct, donc on va vous en parler, mais en tout cas c'est un accès direct pour l'instant, le temps qu'ils se mettent d'accord pour le prix, mais votre dermato peut vous prescrire cette crème, ça se met 2 fois par jour en couche fine, matin et soir, et vous allez le chercher à la pharmacie de votre hôpital le plus proche. Donc c'est votre dermato qui vous le prescrit, vous allez le chercher à la pharmacie de l'hôpital, dès qu'ils auront eu un accord pour le prix, vous pourrez le prendre en pharmacie comme en classique, mais pour l'instant c'est dans le cadre de l'accès direct, donc à la pharmacie des hôpitaux, mais ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que par rapport aux autres traitements, vous avez 6 études en France, en tout cas dans certains centres, qui sont ouvertes ou qui vont être ouvertes cette année. Ces traitements-là ne seront pas remboursés, comme je le disais, avant minimum 4-5 ans. Et pour l'instant, les inhibiteurs de JAK par voie orale, si dans le cadre de l'eczéma, dans le cadre de la pelade, c'est une prescription initiale hospitalière. Peut-être que d'ici 4-5 ans, ça aura changé parce qu'on aura encore plus de données. Mais pour l'instant, voilà, c'est uniquement dans le cadre hors études, c'est que le ruxolitinib. Je me permets de rappeler encore une fois, pour le ruxolitinib, ça marche bien, mais pensez pas que vous allez repimenter les extrémités parce que ça reste très très difficile. Pensez pas que vous allez repimenter en 2-3 mois, il faut plusieurs mois et il y a vraiment un intérêt à associer au minimum avec les expositions solaires pour avoir une efficacité optimale. Bonjour, moi ma question elle concerne la photothérapie et ça concerne le nombre de séances qu'on peut faire. Alors là aussi c'est une très bonne question et pendant quelques années on disait oh là là il ne faut pas faire dépasser 100-200 séances. Il y a une étude en Corée, et encore une fois nos collègues coréens, alors je veux bien que ce soit une autre ethnie mais ils sont généralement assez clairs de peau malgré tout, ils ont montré que dans une très belle étude, même au-delà de 500 séances, je n'ai pas dit qu'il fallait faire 500 séances à tout le monde, il n'y avait pas d'augmentation de risque de cancer de la peau. Avec des UVB, on ne parle pas de la PUVA que certains d'entre vous ou d'entre nous ont pu avoir, les UVA c'est beaucoup plus embêtant, mais avec les UVB, il n'y a pas été montré de surrisque. Donc les données aujourd'hui sont quand même extrêmement rassurantes. Et on a fait, pour tous vos dermatologues, il y a maintenant des recommandations actualisées, parce qu'il y en avait vraiment besoin, sur le site de la Société française de dermatologie, pour dire, ben voilà, il faut aller chercher l'érythème. Parce que là aussi, avant, il ne faut surtout pas brûler, donc il ne faut pas brûler les patients, mais il faut aller chercher l'érythème, il faut que ce soit un petit peu rouge après les séances, le nombre de séances, la dose maximum, etc. Tout est bien maintenant noté sur le site de la Société française de dermatologie. Donc j'espère que pour tous nos collègues dermatos qui ont peut-être moins l'habitude parfois de faire des UV, ça pourra les aider. Encore une question. Oui, bonjour.
Bonjour. Alors j'ai eu en partie ma réponse, mais ma question porte sur une fille de 5 ans, donc on n'est pas au-dessus de 12 ans, on n'est pas sur des adultes. Et notre dermato aujourd'hui qui nous a reçus, j'ai l'impression qu'elle nous a expliqué un petit peu le contraire de ce que j'entends. Donc de mettre du protopique, mais sans photo UV, sans soleil, à fuir le soleil. Donc c'est ce qui s'est peut-être dit il y a 20 ans. Et donc j'entends ici dans la salle qu'il faut faire une association du traitement en fait. Clairement, et on a tous, alors c'est des données qui on essaie de réexpliquer. Là, nous on baigne en permanence dans le vitiligo, hein, mais c'est bien expliqué à nos collègues dermatologues, mais les données que l'on a sont très claires. Il y a même des méta-analyses, c'est-à-dire que quand on fait beaucoup d'études prospectives, on les met ensemble pour avoir encore plus de preuves qui montrent clairement que... Alors, c'est encore plus vrai parce que le ruxolitinib a montré, je vous ai montré l'année dernière, une efficacité en monothérapie. Et donc ça veut dire que le traitement, même sans soleil, il fonctionne. Ce que je veux dire, c'est qu'il fonctionne encore mieux si vous faites des UV. Mais les dermocorticoïdes ou le tacrolimus, si vous ne mettez pas de soleil ou pas d'UV, ça ne fonctionne pas bien du tout. Même pour une fille de 5 ans, il n'y a pas de contre-indication alors? Du tout. Okay. Là, vous gardez à la 5 ans, donc on peut faire que ça. Donc c'est du tacrolimus à 0,1%. Pas du 0,03, 0,1%, c'est hors AMM, peut-être bientôt remboursé, peut-être pas, j'en sais rien. et là, profiter de la belle saison pour qu'elles se mettent, si possible tous les jours, mais au moins 3-4 fois par semaine, sans crème solaire, jusqu'à ce que ces plaques du visage deviennent roses. Une fois qu'elles sont roses, vous mettez une crème solaire, vous la mettez à l'ombre pour pas qu'elle brûle. Mais c'est vraiment, il faut aller chercher cet aspect rosé. Et c'est pas 10 minutes par jour ou une demi-heure. Une demi-heure, ça peut être 10 fois trop en plein été. Et c'est totalement insuffisant en cette saison. Donc il faut vraiment chercher l'érythème.